Le 10 octobre 2025, la rivière Sahel se ferme sans préavis et le Burkina Faso bascule en crise. Dans le même mouvement, le pays encaisse deux forces contraires, jusqu'à 30% d'eau en moins dans certaines zones et un prêt de 400 millions de dollars suspendu, tandis que les menaces de sanctions et d'isolement montent. Que change pour ceux qui font la queue et rationnent le choix d'Ibrahim Traoré quand l'hygiène, l'économie et la diplomatie se crispent? Un test de souveraineté, coûteux maintenant et décisif ensuite si l'adaptation tient vraiment. Cette séquence promet une lecture claire, sans slogan, de ce que déclenche une rupture hydrique quand elle touche une ressource vitale. Le bénéfice pour le spectateur est précis. Comprendre en 10 minutes comment une décision politique se traduit en pénurie concrète, en pressions économiques et en choix quotidiens. L'enjeu dépasse le symbole. Il s'agit de suivre une chaîne d'effets, du geste initial jusqu'aux répercussions sociales, sans amplifier ni minimiser. Le récit se concentre sur trois questions centrales. D'abord, ce qui se passe quand l'approvisionnement chute brutalement et que l'organisation quotidienne doit être réinventée. Ensuite, comment les réactions extérieures, financières et diplomatiques modifient la marge de manœuvre d'un État déjà sous contrainte. Enfin, jusqu'où une société peut absorber un choc sans que la pénurie ne devienne instabilité durable. Ce cadre fixe les enjeux. Souveraineté revendiquée contre coûts immédiats, adaptation locale contre pression internationale, promesse de contrôle futur contre risques économiques présents. Chaque partie cherchera à relier ces niveaux pour éviter une lecture binaire et rendre visibles les arbitrages imposés par la crise. 2 mois après la fermeture, un chiffre domine déjà les bilans. Jusqu'à 30% d'approvisionnement en eau en moins dans certaines zones. En miroir, un autre repère s'impose. La suspension d'un prêt de 400 millions de dollars qui transforme une décision technique en choc économique. Ces deux données suffisent à déplacer le regard. La fermeture de la rivière Sahel ne relève plus d'un geste symbolique isolé. Elle enclenche une mécanique où chaque contrainte en nourrit une autre. À l'intérieur, la pénurie n'est pas uniforme. Dans les villes, des pénuries sont signalées. Les files s'allongent aux points de distribution et la pression sanitaire monte lorsque l'eau manque pour l'hygiène et les services essentiels. Dans les zones rurales, la dépendance à l'irrigation révèle une fragilité différente. Moins d'eau signifie des arbitrages immédiats entre cultures, temps de travail et rendement. Ce contexte éclaire la décision initiale sans la simplifier. Avant le 10 octobre 2025, la gestion de l'eau est décrite comme largement externalisée et relativement stable. Après, la coupure impose une réorganisation accélérée, sans période de transition. C'est dans cet intervalle brutal que se forment les tensions sociales évoquées par la source, mais aussi les premières réponses d'urgence, sécurisation des stations, audit d'infrastructures et tentative de contrôle direct des flux. Sur la scène extérieure, la réaction est rapide et cumulative. Les critiques se durcissent, les risques de sanctions sont évoqués et la suspension du financement international agit comme un multiplicateur de contraintes. L'économie n'absorbe pas seulement une pénurie d'eau, elle encaisse un signal négatif qui pèse sur l'investissement, l'activité et les prix. Ibrahim Traoré apparaît alors comme le point de convergence de ces lignes de force, souveraineté revendiquée, coût immédiat assumé et promesse d'un contrôle futur encore incertain. Le décor est posé, la suite dépendra de la capacité à transformer l'urgence en organisation durable. À Ouagadougou, l'impact précoce ne se lit pas d'abord dans les communiqués, mais dans une routine brisée. Les matinées commencent par des sauts alignés, des déplacements répétés vers un point de distribution, puis une attente qui s'étire. L'eau devient une contrainte visible, rythmant la journée et redéfinissant les priorités domestiques. Ce sont ces gestes ordinaires qui servent de fil conducteur pour comprendre la crise au-delà des chiffres. Dans une zone rurale décrite comme dépendante de l'irrigation, et le récit change d'échelle et de visage. Un petit collectif s'organise. Des comités citoyens improvisent une répartition jugée plus équitable. L'irrigation manuelle remplace partiellement des systèmes plus lourds. Des solutions alternatives apparaissent progressivement, comme les pompes solaires ou la collecte d'eau de pluie,
non comme un retour à la normale, mais comme une adaptation sous contrainte. La productivité est présentée comme en baisse dans certains passages, tandis que des récoltes sont maintenues ailleurs au prix d'efforts supplémentaires. Un troisième personnage traverse l'arrière-plan, l'ingénieur, accompagné d'équipes techniques sécurisées par l'armée. Sa mission consiste à surveiller stations de contrôle, vannes et barrages, et à maintenir un minimum de continuité. Ce détail installe une réalité politique concrète. La souveraineté ne se proclame pas seulement, elle se gère pièce par pièce. Ces impacts précoces convergent vers un même point. La crise n'est pas abstraite. Elle impose des arbitrages immédiats et révèle que la souveraineté sans organisation reste fragile. Avant le 10 octobre 2025, l'eau circule selon une gestion décrite comme stable et largement administrée par des entreprises étrangères. Après cette date, tout bascule en quelques heures. La fermeture est appliquée sans préavis. Les canaux se figent. Les flux se raréfient. Le pays entre immédiatement dans une séquence de crise sans phase tampon pour absorber le choc. L'activation se fait au petit matin. Les premiers signaux remontent presque aussitôt. Pénurie d'eau signalée dans plusieurs zones urbaines, perturbations d'infrastructures, coupures répétées. À Ouagadougou, l'attente devient une donnée quotidienne. Les fils s'allongent au point de distribution, les tensions sociales montent, nourries par l'incertitude et par la crainte sanitaire liée au manque d'eau pour l'hygiène et les soins de base. Le choc n'est pas seulement matériel, il est psychologique, parce qu'il touche une ressource qui soutient tout le reste. Le second mouvement est médiatique et diplomatique. La décision circule rapidement à l'international, les réactions extérieures se durcissent. Le geste est présenté, selon le récit source, comme une provocation ou une menace pour la stabilité régionale. Les déclarations de mécontentement s'accumulent, les risques de sanctions sont évoqués. La fermeture n'est plus perçue comme un ajustement technique, mais comme un signal politique fort. Vient ensuite la réplique économique. Le Fonds monétaire international suspend un prêt de 400 millions de dollars. Des entreprises étrangères opérant dans le pays interrompent ou ralentissent leurs activités. Les pertes sont évoquées à grande échelle dans le texte source, non comme une abstraction, mais comme une chaîne d'arrêt. Investissement gelé, production industrielle en recul, logistique perturbée. Les prix de certains produits de base augmentent nettement dans le récit, accentuant la pression sur les ménages. Face à cette accumulation, le pouvoir tente de reprendre la main par l'infrastructure. Des équipes d'ingénieurs sont déployées, accompagnées par l'armée, pour sécuriser stations de contrôle, vannes et barrages le long de la rivière. Un audit complet des installations hydrauliques est mentionné. L'objectif affiché est clair, établir une gestion autonome sans intervention étrangère. Mais l'exécution se heurte à une limite immédiate. L'autonomie ne remplit pas instantanément les réservoirs. Sur le terrain, une autre temporalité s'installe. Des groupes communautaires s'organisent. Dans certaines zones rurales, des systèmes d'irrigation communautaire improvisés apparaissent. Des comités citoyens tentent de répartir l'eau de manière jugée plus équitable. Des solutions alternatives, comme les pompes solaires et la collecte d'eau de pluie, commencent à se diffuser. Ces réponses n'effacent pas la pénurie, mais elles amortissent ses effets les plus brutaux. Ibrahim Traoré maintient sa ligne tout au long de cette séquence. Le récit le présente comme assumant des sacrifices immédiats pour une promesse de contrôle accru. La ligne des événements ne se conclut pas par une résolution, mais par une tension durable. Chaque jour de pénurie exige une mesure nouvelle, tandis que chaque réaction extérieure pèse sur la suite. Avant la fermeture, l'approvisionnement est décrit comme continu. Après, la baisse atteint jusqu'à 30% dans certaines zones. Cette variation résume le passage d'un flux gérable à une contrainte structurelle, et elle sert de base pour lire tous les autres effets sans extrapolation. Le premier indicateur utile est donc volumétrique. Une baisse de cet ordre ne signifie pas seulement moins d'eau dans les canalisations. Elle implique une compression simultanée des usages domestiques, agricoles et administratifs. En ville, cela se traduit par des pénuries signalées et des files plus longues aux points de distribution. En zone rurale, la dépendance à l'irrigation transforme la baisse en arbitrage. Quelles parcelles maintenir, lesquelles sacrifier temporairement et à quel coût humain. Le chiffre ne décrit pas une panne ponctuelle,
Il impose une hiérarchie quotidienne des besoins. Le deuxième indicateur est financier. La suspension d'un prêt de 400 millions de dollars agit comme un amplificateur de la pénurie matérielle. Elle réduit la capacité immédiate de l'État à amortir le choc par des achats, des subventions ou des réparations accélérées. Concrètement, cela signifie moins de marge pour soutenir les producteurs, sécuriser les infrastructures ou stabiliser les prix. Dans le récit source, ce gel n'est pas isolé. Il s'inscrit dans un climat de pression diplomatique et de retrait d'acteurs économiques, ce qui transforme une contrainte hydrique en contrainte budgétaire. Le troisième indicateur agrège les effets économiques directs. Les pertes sont évoquées jusqu'à 1,5 milliard de dollars en additionnant arrêt d'activité, investissement gelé et ralentissement industriel. Ce montant n'est pas présenté comme une estimation fine, mais comme un ordre de grandeur. Il sert à montrer que la pénurie ne reste pas cantonnée au secteur de l'eau. Elle se propage vers l'emploi, la production et la logistique, puis revient vers les ménages sous forme de hausse de prix et d'incertitude. Pris ensemble, ces trois repères dessinent une mécanique cohérente. Moins d'eau signifie moins de production et plus de coûts d'organisation. Moins de financement signifie moins de capacité à absorber ces coûts. Plus de pertes signifie une économie plus fragile face à la durée. La donnée empêche ainsi de réduire l'événement à un symbole politique tout en évitant de le dramatiser au-delà de ce qui est décrit. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme assumant un pari mesurable. Le récit ne lui attribue pas des résultats immédiats, mais une ligne, accepter des indicateurs dégradés à court terme pour reprendre le contrôle des infrastructures et des flux. La question quantitative devient alors un test de cohérence. Ces chiffres cessent-ils de se détériorer à mesure que l'organisation progresse, ou restent-ils le signe d'une pénurie prolongée ? Les preuves chiffrées ne tranchent pas le débat. Elles fixent une échelle, un rythme et une contrainte. Elles obligent surtout à suivre l'évolution. Parce qu'en matière de ressources vitales, ce n'est pas le symbole qui décide, mais la capacité à stabiliser des indicateurs simples et observables. Le débat peut être formulé honnêtement dans les deux sens, à condition de ne pas minimiser les coûts ni de surjouer les promesses. Un premier argument, avancé par les défenseurs de la décision, présente la fermeture comme un acte nécessaire de souveraineté. Selon cette lecture, la dépendance à des opérateurs étrangers sur une ressource vitale constituait une vulnérabilité structurelle. Reprendre la main, même brutalement, permettrait de réorienter le pouvoir de décision et d'imposer une réorganisation longtemps différée. Les éléments cités à l'appui sont concrets. Audit des infrastructures, sécurisation des stations, vannes et barrages, diffusion de solutions alternatives comme les pompes solaires et la collecte d'eau de pluie. Dans ce cadre, la pénurie immédiate serait un choc volontaire destiné à forcer l'apprentissage et à créer une capacité locale durable. Le coût présent serait assumé comme un investissement politique. Un second argument, formulé par les critiques, insiste sur le caractère risqué de cette rupture. La baisse d'approvisionnement jusqu'à 30% dans certaines zones, les pénuries signalées en ville, les tensions sociales et la pression sanitaire sont décrites comme des signaux d'alerte. À cela s'ajoute la suspension d'un prêt de 400 millions de dollars et les pertes économiques évoquées, jusqu'à 1,5 milliard de dollars. Pour les opposants, la souveraineté ne remplace ni les compétences techniques, ni les financements, ni les chaînes d'approvisionnement. Il souligne que l'isolement et le retrait d'entreprises peuvent aggraver inflation, chômage et fragilité des services essentiels, faisant porter l'essentiel du coût sur les ménages. La réponse la plus solide, si l'on reste strictement dans la matière fournie, ne consiste pas à trancher entre ces positions, mais à poser une condition centrale. La cohérence de la décision dépend de la vitesse d'adaptation et de la capacité à stabiliser la distribution. Les éléments amortisseurs existent dans le récit. Comité citoyen, solutions alternatives, sécurisation technique et ouverture de négociations régionales. Ils ne suppriment pas la pénurie, mais ils peuvent empêcher qu'elle devienne une spirale. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré n'est ni garantie de succès, ni responsable unique de l'échec. La décision devient un test. Si l'organisation rattrape la rupture, l'argument de souveraineté gagne en crédibilité. Si les indicateurs restent durablement dégradés, le pari se retourne contre ses auteurs. À ce moment-là, la crise change d'échelle.
2 mois après la fermeture, un élément nouveau modifie la lecture de l'ensemble. Le 10 décembre 2025, la source décrit l'ouverture de négociations avec le Mali et le Niger, présentée comme un soutien à une autonomie hydrique partagée. Ce déplacement est décisif, non parce qu'il efface la pénurie, mais parce qu'il transforme une décision nationale isolée en tentative de coordination régionale. Jusqu'ici, la fermeture de la rivière Sahel pouvait être lue comme un acte de rupture exposant le pays à l'isolement. Avec cette ouverture, elle devient aussi un signal envoyé aux voisins. L'eau n'est plus seulement un levier interne, mais un enjeu transfrontalier. Le récit insiste sur l'idée d'une coopération de partage, conçue pour amortir les pressions extérieures et réduire la dépendance à des acteurs non régionaux. Ce point médian n'annule aucun coût décrit plus tôt. Les pénuries persistent, les tensions sociales demeurent et la suspension du financement international continue de baisser. Mais l'orientation change. La question n'est plus seulement de tenir seul, mais de tenir ensemble. Ibrahim Traoré apparaît ici comme opérant un déplacement stratégique. Il maintient la ligne de souveraineté tout en élargissant le rapport de force au-delà des frontières. Le risque, désormais, n'est plus uniquement l'isolement, mais la solidité réelle de ses appuis. La crise ne se résout pas, elle se reconfigure. Pour l'État, la première conséquence est une crise de continuité. La baisse d'approvisionnement, donnée jusqu'à 30% dans certaines zones, oblige à gérer l'urgence tout en maintenant un minimum de fonctionnement. Les pénuries signalées en ville, les fils et la pression sanitaire décrite imposent des arbitrages permanents. En parallèle, l'administration doit sécuriser stations de contrôle, vannes et barrages, lancer des audits et organiser une gestion autonome sous contrainte financière. La suspension du prêt de 400 millions de dollars réduit la capacité à amortir le choc par des dépenses correctrices rapides. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré incarne une tension permanente, affirmer le contrôle politique tout en absorbant des coûts administratifs et sociaux immédiats. Pour les entreprises, la conséquence est une rupture d'environnement. Le récit mentionne la suspension ou le ralentissement d'activité par des entreprises étrangères avec des pertes économiques évoquées à grande échelle. L'industrie subit une baisse de production sur plusieurs mois, la logistique devient plus incertaine et l'investissement se fige. Pour les acteurs locaux, la pénurie d'eau s'ajoute à des contraintes d'énergie et de financement, ce qui transforme chaque décision en pari. Même lorsque l'objectif affiché est de favoriser des opérateurs nationaux, la transition se traduit d'abord par une hausse des coûts et une fragilité accrue de la trésorerie. Pour les ménages, l'impact est immédiat et tangible. L'eau devient une variable quotidienne. Attendre, rationner, stocker. Les prix de certains produits de base augmente dans le récit source, ce qui oblige à prioriser. La pression sanitaire est évoquée lorsque l'hygiène et les soins se dégradent faute d'eau suffisante. Une partie de la population soutient la décision au nom de la souveraineté, mais une autre vit surtout les coupures et l'incertitude. Le même événement produit ainsi deux réalités parallèles, adhésion symbolique et vulnérabilité concrète. Pour l'équilibre régional, enfin, la fermeture déclenche une recomposition prudente. Les négociations avec le Mali et le Niger, décrites 2 mois après la décision, ouvrent une possibilité de coopération et de partage des ressources. Cette dynamique peut amortir l'isolement et redistribuer les cartes diplomatiques. Mais elle introduit aussi une dépendance nouvelle, la solidité de ces partenariats et la capacité à coordonner une gestion transfrontalière. La décision n'est plus seulement nationale, elle devient un test collectif. Ces 4 niveaux montrent que la crise n'a pas un seul effet, mais une cascade. La souveraineté revendiquée se mesure désormais à la capacité à stabiliser ses conséquences simultanément, sans que l'une ne déstabilise les autres. À l'horizon des 6 à 12 mois, la matière fournie permet de dégager 3 trajectoires possibles, sans leur attribuer de probabilité, mais en explicitant des conditions claires. Dans un scénario central, le pays se stabilise sous tension. Les pénuries persistent par à-coups et l'approvisionnement reste inférieur dans certaines zones, jusqu'à 30% selon la source. Toutefois, l'organisation progresse. Les audits d'infrastructures aboutissent à des priorités lisibles. La sécurisation des stations, vannes et barrages réduit les ruptures les plus brutales. Les solutions alternatives, pompes solaires, collecte d'eau de pluie, systèmes communautaires, gagnent en diffusion.
À l'extérieur, les pressions demeurent, mais la coopération régionale évoquée avec le Mali et le Niger sert de tampon partiel. Dans ce cadre, l'économie évite l'effondrement, au prix d'une croissance décrite comme faible et d'arbitrages sociaux permanents. Dans un scénario plus favorable, la crise devient un levier de transformation. La fermeture agit comme déclencheur d'une architecture régionale plus robuste. Les négociations ne restent pas symboliques. Elles se traduisent en mécanismes de partage, coordination technique et investissement ciblés dans la gestion de l'eau. La souveraineté ne s'exprime plus par l'isolement, mais par la capacité à définir des règles communes et à capter davantage de valeur localement. Si l'expertise nationale se renforce et si les alternatives se généralisent, l'épisode peut être relu comme une accélération contrainte vers une autonomie plus crédible. Dans un scénario dégradé, la pénurie et l'isolement s'auto-entretiennent. Les sanctions et les retraites d'entreprises s'intensifient, l'accès au financement reste bloqué après la suspension du prêt de 400 millions de dollars et les pertes économiques évoquées se prolongent. Les tensions sociales et sanitaires s'aggravent en ville, la contraction industrielle devient durable et la coopération régionale s'affaiblit. La fermeture se transforme alors en verrou avec des coûts humains et économiques croissants. Une manière utile de raisonner est conditionnelle. Si la distribution se stabilise et que les partenariats régionaux se matérialisent, alors la souveraineté gagne en consistance. Si la pénurie s'étend et que l'isolement se durcit, alors le coût domine le symbole. Ibrahim Traoré apparaît ici comme engagé dans un calendrier serré, où chaque mois compte davantage que chaque discours. Ce récit ne concerne pas seulement des institutions ou des chiffres, il oblige chacun à se projeter dans une contrainte concrète. Quand l'approvisionnement baisse fortement dans certaines zones, la pénurie cesse d'être abstraite. Elle devient une suite de décisions ordinaires, répétées, qui redessinent le quotidien. Pour un habitant urbain, l'eau n'est plus un acquis. Elle impose d'anticiper, d'attendre, de stocker quand c'est possible. Le temps se déplace. Une heure passée à faire la queue n'est plus consacrée au travail ou à l'école. La pression sanitaire évoquée par la source n'est pas théorique. Elle naît quand l'hygiène devient incomplète et que les services essentiels fonctionnent sous contrainte. La crise s'insinue alors dans des gestes simples, invisibles dans les bilans. Pour un agriculteur, la pénurie se lit comme un calendrier déréglé. Moins d'eau signifie plus de travail manuel, des systèmes communautaires improvisés et des récoltes maintenues partiellement au prix d'efforts supplémentaires. Les solutions alternatives mentionnées, irrigation manuelle, pompes solaires, collecte d'eau de pluie, demandent un apprentissage et une énergie continue. La résilience, ici, n'est pas un mot, mais une fatigue accumulée. Pour un petit entrepreneur, l'incertitude devient structurelle. Eau, énergie, logistique et demande peuvent fluctuer simultanément. Les pertes économiques évoquées et le gel de financement se traduisent en décisions difficiles. Retarder un investissement, réduire l'activité, renoncer à embaucher. Même quand l'objectif affiché est une reprise en main nationale, la transition pèse d'abord sur la trésorerie. Deux leviers simples apparaissent dans la matière fournie. S'organiser localement pour répartir l'eau plus équitablement et exiger de la transparence sur la gestion. Dans une crise de ressources, la confiance devient un amortisseur aussi décisif que l'infrastructure. La sortie de crise décrite par la source ne repose pas sur un geste unique, mais sur une séquence d'actions coordonnées, lisibles dans le temps et mesurables dans leurs effets. Elle commence par l'urgence, se poursuit par l'organisation et se joue dans la durée. La première étape consiste à sécuriser l'existant, immédiatement. Les stations de contrôle, vannes et barrages sont identifiées comme des points critiques. Des équipes d'ingénieurs, accompagnées par l'armée, sont déjà déployées pour assurer une continuité minimale. Le critère de suivi est simple, réduction des coupures imprévues et stabilité des flux, même à un niveau inférieur. La deuxième étape vise à auditer et prioriser dans les semaines suivantes. L'audit des infrastructures hydrauliques permet de cartographier les fragilités et d'ordonner les réparations. Ici, la mesure n'est pas la promesse, mais le délai. Temps de remise en service, nombre de points sécurisés, lisibilité publique des choix opérés. La troisième étape consiste à déployer des alternatives sur plusieurs mois. Les pompes solaires,
la collecte d'eau de pluie et les systèmes communautaires mentionnés ne remplacent pas l'infrastructure lourde, mais ils amortissent la pénurie. Leur suivi passe par le taux d'adoption et par la réduction des zones les plus exposées. En parallèle, il est nécessaire de soutenir l'économie touchée. La source évoque des fonds d'urgence et des aides ciblées pour les producteurs agricoles et les petites entreprises, afin d'éviter une contraction durable de l'activité. L'indicateur clé reste le maintien des capacités de production. Enfin, sur un horizon de 6 à 12 mois, la coopération régionale devient structurante. Les négociations avec le Mali et le Niger doivent se traduire en mécanismes opérationnels de partage et de coordination. Ibrahim Traoré apparaît ici comme le garant politique de cette cohérence. Sans alignement entre sécurité, technique et diplomatie, la feuille de route se fragmente. On revient à l'image la plus simple, celle qui a traversé tout le récit sans jamais disparaître, des seaux alignés et une file qui avance lentement. Au début, ce détail semblait n'être qu'un symptôme parmi d'autres. À présent, il devient un motif. Il raconte une société qui apprend à compter autrement, non plus seulement en argent ou en promesses, mais en litres, en heures, en confiance partagée. La source insiste sur une fierté collective qui émerge malgré les coupures, les hausses de prix et la dureté du quotidien. Elle évoque des comités citoyens, des systèmes improvisés, des solutions qui circulent de maison en maison. Rien de tout cela n'efface la pression internationale ni les pertes économiques décrites. Mais cela construit une continuité minimale, la capacité à tenir quand l'extérieur exige un recul immédiat. Dans cette tension, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole figé que comme un point d'équilibre instable. Il incarne une ligne politique qui ne peut survivre que si la logistique suit. Le rappel est net, un geste fondateur ne suffit pas. Il doit être prolongé, corrigé, organisé, jour après jour. La phrase qui s'impose est courte et dure. La souveraineté demande une gestion, pas seulement un acte. C'est précisément là que l'histoire refuse de se clore trop vite. À ce stade, la fermeture de la rivière Sahel n'est plus seulement un épisode politique. Elle devient un miroir social parce qu'elle oblige à relier 3 échelles qui se répondent sans cesse: la dignité nationale, la vie quotidienne et la coopération régionale. La source montre une fierté qui se construit au milieu des pénuries, mais elle rappelle aussi une limite simple. La fierté ne remplit pas un réservoir. Ce qui décide de la suite n'est pas un slogan, mais une série de choix répétés. Organiser la distribution avec équité. Protéger et réparer les infrastructures critiques. Diffuser des alternatives crédibles sans les présenter comme des miracles. Maintenir un cadre de transparence compréhensible, capable de soutenir la confiance quand la contrainte dure. Ce récit n'impose pas une conclusion unique, il propose une grille de lecture. Chacun peut y projeter sa priorité, selon ce qu'il juge le plus fragile ou le plus décisif. Alors, dans cette histoire précise, qu'est-ce qui vous semble peser le plus lourd pour l'issue? La capacité technique à stabiliser l'eau, la solidité des alliances régionales ou l'effet des pressions économiques extérieures? Et, selon vous, quelles mesures concrètes devraient passer en premier pour réduire la pénurie sans perdre le contrôle?